Prête pour l'impact, c'est la question que je pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans notre économie aujourd'hui. C'est Valérie Brisac, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la directrice générale de la communauté des entreprises à mission. On va commencer, on a 25 minutes d'entretien, mais par la base, c'est-à-dire rappeler ce qu'est cette communauté, qui a été créée, je crois, en 2018. Exactement, c'est une association d'intérêt général qui a été créée par les pionniers du modèle. Donc à la fois des entrepreneurs comme Emery Jacquia, la Camif ou Laurence Meignery, Citizen Capital, et des chercheurs des mines qui étaient à l'origine du concept en fait, de l'entreprise à mission. Et alors pourquoi cette association? L'idée c'est vraiment de promouvoir en fait, ce modèle, mais aussi de créer une forme de maison commune pour les dirigeants, les entreprises qui s'interrogent sur le fait de devenir à mission ou qui le sont déjà. Donc pour créer en fait, une forme de partage, de retour d'expérience et aussi de créer des événements pour parler de ce modèle. On a aussi un observatoire qui est en fait la mesure officielle en France du nombre d'entreprises à mission. Et on réalise un certain nombre de documents aussi qui permettent d'expliciter comment devenir entreprise à mission. Oui, parce que l'objectif, c'est que le mouvement, évidemment, grandisse le plus possible. Est-ce que c'est lié à la loi Pacte qui traite de beaucoup de thématiques, mais qui notamment offre aux entreprises la possibilité de définir leur raison d'être, puis de l'inscrire dans leur statut. C'est pour ça aussi que la communauté s'est créée ? Ah oui, tout à fait. En fait, évidemment, les entreprises engagées n'ont pas attendu la loi Pacte pour être engagées. Il y avait déjà beaucoup d'initiatives, de mouvements, d'entreprises qui ont créé plein de projets. Mais vraiment, cette loi Pacte a introduit une innovation juridique qui est cette mission, finalement, que l'on vient inscrire dans ces statuts et qui vient engager toute la gouvernance. Donc ça, c'est vraiment la phase principale. On peut dire que on parle d'une entreprise qui fait de la politique, mais au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qui s'engage dans la cité et qui s'engage pour les citoyens. Il y a aussi cet objectif ? Ah mais c'est exactement ça. En fait, nous, la communauté, notre conviction, c'est effectivement que face aux enjeux du XXIe siècle, l'entreprise est finalement un outil qui a les moyens, l'agilité, l'énergie et en fait ce génie humain finalement du collectif de répondre à des problématiques. Mais donc effectivement que cette idée que l'entreprise est un objet politique est absolument central. En fait, on s'oppose finalement à une vision plus, on va dire, années 80 ou 20e siècle, où l'entreprise n'avait pas forcément de responsabilité vis-à-vis de la société, un peu hors sol, je délocalise, j'importe de partout, etc. Et là, en fait, non, c'est vraiment une espèce de passage à la maturité où l'entreprise a vraiment conscience qu'elle a des impacts, qu'elle a un enjeu, qu'elle travaille avec des hommes, qu'elle utilise des matières et que donc à ce titre elle a des devoirs vis-à-vis de la société. Et est-ce qu'en faisant de la politique on s'expose plus aux critiques ? Même cette façon de faire de la politique, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que on en parlait juste avant que l'émission démarre, il y a quand même un vent un peu contraire sur les enjeux de transformation environnementale et sociétale. Il vient des États-Unis, mais pas seulement. On voit au niveau européen que le Green Deal est potentiellement un peu détricoté, que le bilan extra-financier, la CSRD, il y a quand même beaucoup de voix qui s'élèvent pour freiner, simplifier, peut-être qu'il faut un peu simplifier, freiner ou pour certains stopper. Est-ce que quand on est chef d'entreprise, qu'on fait prendre ce virage avec un engagement de société à mission, de temps en temps on s'expose plus aux critiques ? Est-ce qu'il y a une part de risque d'une certaine façon ? Mais pour moi, le risque, c'est justement de ne rien faire. De ne rien faire. Je suis d'accord avec vous, mais bon. En fait, déjà, il y a un principe de réalité, c'est que toutes ces crises, qu'elles soient sociétales ou écologiques, de toute façon, vont impacter l'entreprise. Donc, soit on les anticipe, on les analyse, on se demande quels vont être les impacts sur soi-même, et on essaye aussi de corriger ces impacts. Et donc, quelque part, on est un peu en avance de phase par rapport à des concurrents qui, eux, ne réalisent pas ça, mais aussi vis-à-vis de la société, une entreprise qui ne se pose absolument aucune question. En fait, c'est là où la critique va jaillir. Donc, on peut avoir une vision, entre guillemets, court-termiste. Effectivement, c'est plus simple de ne pas se poser de questions, de ne pas rendre compte, de ne pas avoir de projet. Mais si on raisonne sur le long terme, finalement, c'est qu'est-ce que l'entreprise fait pour aussi assurer sa propre pérennité ? C'est quand même ça le sujet aussi, au-delà du rôle politique que l'entreprise peut avoir. C'est dans quelle mesure elle sera encore là dans 5 ans, 10 ans, etc. Ouais. Vous êtes devenue directrice générale de cette communauté des entreprises à mission en septembre 2023. Avec quelle idée, quelle ambition ?
L'ambition, c'est de poursuivre ce projet de la communauté, donc de faire en sorte que devenir entreprise à mission, ça devienne finalement la norme. Et on voit aujourd'hui, on a 2000 entreprises qui sont à mission. 1973. Exactement, vous avez lu le compteur ce matin. Ça représente 1 million de salariés, donc c'est vraiment quelque chose qui est assez considérable. Et donc mon mandat, c'est de continuer en fait à promouvoir en fait ce modèle parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ne le connaissent pas et surtout de montrer que ça marche. C'est ça aussi l'enjeu, c'est que c'est pas juste un choix parmi d'autres modèles. C'est qu'on a plein d'exemples d'entreprises qui sont devenues entreprises à mission ou qui se sont créées nativement à mission, puisque en fait chaque année dans les promos, à peu près un tiers d'entreprises qui sont créées à mission. Donc ça prouve que c'est dans la tête des dirigeants, des entrepreneurs, c'est le modèle du 21e siècle. Oui, on va revoir ces chiffres que vous avez donnés. 1973 entreprises à mission référencées, 1 million de salariés qui travaillent aujourd'hui dans une société à mission. Ça change quoi pour ces salariés ? Mais ça change qu'il y a un deal, en fait, il y a une promesse, il y a un projet. C'est-à-dire qu'une entreprise qui devient à mission, elle dit clairement à la société et donc évidemment à ses salariés ce à quoi elle contribue, la problématique qu'elle se propose de résoudre. Et donc c'est pas uniquement de proposer des produits et des services, c'est de résoudre un problème. Et donc le rapport au travail n'est pas du tout le même. Vous ne vendez pas des produits, vous contribuez à résoudre un problème. Et donc c'est exactement ce que je cherche les jeunes aujourd'hui et d'ailleurs et aussi les moins jeunes. Mais est-ce que alors c'est si on commence à avoir 5-6 ans de recul, donc est-ce que les entreprises à mission, elles ont plus de facilité à recruter, à fidéliser leurs talents, justement parce qu'il y a un sens donné à l'action commune ? Ah mais ça c'est évident, c'est ce que tous nos membres... C'est pas juste intuitif. Non, on a des retours. Alors évidemment, chaque mission étant spécifique, on ne peut pas avoir le chiffre, 80% des salariés pensent que... en revanche, on a des retours d'expérience entreprise par entreprise qui prouvent que depuis que les entreprises sont à mission, elles reçoivent plus de candidatures spontanées, elles ont moins d'absentéisme, plus de fidélité, voire c'est un plus pour recruter des dirigeants. Quand on est chassé pour être CEO, pour une entreprise à mission, c'est plus attractif qu'une entreprise classique. Oui, à tous les niveaux de l'entreprise. Il y a aussi des entreprises qui font du social washing. Ça existe. On va pas se leurrer. Est-ce que vous vérifiez ça d'une certaine façon ? C'est-à-dire une entreprise qui se déclare à mission et puis qui en fait tient pas exactement sa feuille de route. Est-ce qu'elle a inscrit dans ses statuts ? Eh bien, alors justement, c'est le principe du modèle de l'entreprise à mission, c'est d'allier la liberté et la responsabilité. La liberté, l'entreprise peut définir la mission qu'elle souhaite, avec le niveau d'ambition, de transformation qu'elle souhaite. Donc c'est vraiment le respect total de la liberté d'entreprendre, donc ça qui plaît en général aux dirigeants et aux entrepreneurs. Et en même temps, le corollaire, c'est de mettre en place un système de contrôle qui est double. Le premier contrôle, c'est plutôt interne, avec un comité de mission, donc un comité qui est composé à la fois de gens de l'entreprise, mais aussi d'extérieurs, qui va challenger l'exécutif, la gouvernance, sur le fait qu'elle remplit bien sa mission. Donc ça, c'est déjà première boucle, entre guillemets, de contrôle interne. Et ensuite, il y a un peu la vérité des prix. C'est-à-dire que les entreprises à mission sont auditées par des OTI, des organismes tiers indépendants, c'est un peu les commissaires aux comptes de la mission, finalement, et qui émettent un avis qui est public, qui doit être sur le site internet de l'entreprise pendant 5 ans. Et donc, en fait, c'est l'antidote anti-social ou greenwashing, parce que l'entreprise à mission fait une promesse qui, à la fin, est vérifiée par un auditeur. Il n'y a pas une brebis galeuse en 5-6 ans ? Dans ces cas-là, le système, c'est qu'il faut qu'un tiers, une ONG, un salarié, un concurrent, finalement dénonce l'entreprise à mission, qui se dit toujours à mission, alors que c'est encore plus compliqué parce que c'est dans les statuts. Donc il y a pour une association ou une ONG un outil presque juridique. Alors ça existait déjà avant, même quand ce n'était pas inscrit dans les statuts, mais le fait que ce soit inscrit dans les statuts, ça peut donner un levier d'action à une ONG, par exemple. Exactement. Alors pour l'instant, on n'a pas ce cas de figure. Donc voilà. Ce qui est bien. Ce qui est bien, et en même temps, ça permet aussi de montrer qu'il y a une forme de bâton quelque part qui existe aussi. Mais bon, le modèle est jeune encore, donc on n'en est pas encore là. Mais effectivement, c'est la beauté du modèle, c'est d'avoir ce contrôle. Alors, vous savez, chaque semaine dans cette rubrique Prête pour l'impact, l'invité pose une question à celui ou celle qui était assis à cette place. La semaine dernière, c'était la directrice générale du Crédoc, Sandra Wabian. On l'écoute.
Bonjour, donc écoutez, j'aurais une question pour vous. Comment faire en fait pour que davantage d'entreprises se saisissent de ces nouvelles possibilités et en fait s'engagent dans ce chemin de l'entreprise à mission qui peut-être pourrait apporter un peu de mieux à notre société? Alors effectivement, c'était l'un des objectifs initiaux, l'un de vos objectifs quand vous êtes arrivé en septembre 2023, faire grandir cette communauté. On en est où? C'est-à-dire le rythme de croissance, quel est ce rythme? Donc déjà, les décrets de la loi Pacte sont sortis il y a 5 ans. Donc 5 ans, c'est pas beaucoup à l'échelle de l'histoire de l'économie. Donc on est quasiment à 2000 entreprises. C'est un chiffre qui a triplé en 3 ans, doublé en 2 ans. Et la dynamique est là, est toujours là. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une variété très grande en fait, dans le type d'entreprise à mission. C'est pas uniquement, par exemple, je sais pas, les entreprises de la tech créées par des gens de moins de 30 ans. Pas du tout. On a 80% de PME de moins de 50 salariés, 20% sont des ETI et des grandes entreprises de tout secteur d'activité, de toute région. 57% des entreprises à mission ont leur siège en région. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dans le pays, quel qu'il soit le tissu économique au sens large. On n'a pas une typologie. Ça veut dire que c'est rassurant sur la promesse. Après, il y a le rythme de croissance. C'est l'ancien ministre de l'Agriculture, on va lire sa citation, Julien Denormandie, qui dit « Les entreprises à mission doivent devenir la norme et pas une niche ». Comment sortir de la niche, en fait? C'est parce que c'est encore un peu une niche aujourd'hui. 2000 entreprises, c'est très bien, mais c'est peu par rapport aux dizaines de milliers d'entreprises qui existent dans notre pays. Alors, le premier sujet, c'est effectivement la connaissance du modèle. Ouais. Donc ça, c'est notre boulot, communauté, c'est d'en parler et de mettre en valeur les belles histoires, les exemples qui, évidemment, sont extrêmement pluriels et auxquels, en fait, dans tous les secteurs, on peut s'approprier. Nous, notre stratégie, c'est plutôt de réfléchir par secteur d'activité. C'est plutôt de montrer qu'il y a des dynamiques qui deviennent tellement fortes dans certains secteurs que ça fait finalement basculer le secteur d'activité. À la communauté, on a créé des cercles sectoriels dans l'assurance, par exemple, ou l'immobilier, où on commence à avoir une masse critique finalement d'entreprises qui deviennent à mission et quelque part qui montrent le chemin et qui disruptent finalement le secteur. Est-ce qu'on n'est pas quand même, et ça rejoint la question que je posais tout à l'heure sur les vents contraires, dans un moment de creux? C'est-à-dire qu'il y a eu, et pour moi c'est absolument pas un effet de mode, mais ça a pu être perçu comme un effet de mode. Oui, il faut définir sa raison d'être, oui, devenir société à mission, et puis finalement, bon, est-ce que c'est la priorité aujourd'hui? Alors, c'est sûr qu'il y a eu effectivement une hype, entre guillemets, et notamment autour de la raison d'être, parce que c'est un exercice intellectuellement assez intéressant d'aller retrouver dans l'ADN l'histoire de l'entreprise qui fait vraiment son capital et de se projeter dans le futur. Un moment de réflexion collective qui est souvent bénéfique. Exactement. Mais aujourd'hui, voilà, cette année, par exemple, l'entreprise Bell est devenue entreprise à mission. Des filiales de Transdev, on a le restaurant Paul Bocuse, Nutrition et Santé. Donc, en fait, le flot ne tarit pas. Après, il faut avoir aussi en tête que c'est une dynamique qui prend du temps et qui engage l'entreprise. Donc ça ne se décide pas en 2 mois. Nous, on est contacté par des entreprises aujourd'hui qui deviendront entreprises à mission peut-être dans 1 an ou 2. Oui, si on veut que ce ne soit pas du social washing, il faut bien y réfléchir et y prendre du temps puisqu'on l'inscrit dans ses statuts. Mais j'avais lu que l'Observatoire des sociétés à mission avait fixé un objectif de 10 000 là pour 2025, donc il ne sera pas atteint. On est à 2000 au mois de février. C'était quoi? C'était trop ambitieux? On a vu trop grand? Je pense que ce chiffre, était effectivement... C'était dans l'enthousiasme des débuts, c'est ça? Exactement. Enfin, je pense qu'il faut aussi mesurer le fait que, comme je disais, c'est une décision qui ne se prend pas à la légère et qui, quand elle est prise, elle doit être assumée. En fait, nous, notre rôle, c'est de montrer vraiment à quel point ça transforme les entreprises et que c'est bénéfique pour tout le monde. Ça crée plein de vertus en termes évidemment de fidélisation, mais aussi au niveau business, puisqu'en fait, le modèle de l'entreprise à mission, vous ne vendez plus uniquement des services, vous résolvez un problème. Ouais. Et du coup, il y a plus de manières de résoudre ce problème. Vous ne vendez plus uniquement, par exemple, des logiciels, pour prendre l'exemple de Julien Denormandie, mais aussi des services pour réduire l'impact carbone des clients. Et donc, ça réouvre le jeu. Et donc, dans ce cas-là, en fait, ça prend effectivement un petit peu de temps. Et il faut... mais ça
ça ouvre des perspectives qui engagent. Question sur les rôles modèles. C'est-à-dire que ce que je comprends bien, c'est une communauté, donc l'importance de partager des expériences, des bonnes pratiques. Est-ce que les chefs d'entreprise à mission, alors ils ont déjà beaucoup de choses à faire, et surtout quand ils sont patrons ou patronnes de PME, mais est-ce qu'ils prennent le temps ou ils trouvent le temps d'aller porter la bonne parole? Vous voyez ce que je veux dire? Et dire, ah tiens, voilà un patron, une patronne, son entreprise est devenue à mission, voilà tout le bénéfice qu'il en a retenu, et donc je me lance. Ça marche, ça? Ah, mais tout à fait. On a d'ailleurs au sein de la communauté une 60aine d'ambassadeurs qui nous représentent au sein de différentes ambassades régionales et dont le rôle, c'est évidemment de créer un peu de la vie avec nos membres localement, mais aussi de parler de l'entreprise à mission localement au sein d'événements de différents réseaux, la CEC, le MEDEF, le CJD, et donc de promouvoir finalement le modèle et de montrer ce que ça a changé chez eux, parce que ce qui marche, c'est le témoignage, le retour d'expérience. Il y a des régions plus engagées que d'autres? Alors il y a PACA, ça marche bien, Nouvelle-Aquitaine, les Hauts-de-France et puis la région Aura. Oui, Auvergne-Rhône-Alpes. Exactement. Par exemple, région Auvergne-Rhône-Alpes, on a une entreprise qui s'appelle le groupe GPA, qui est une entreprise familiale, qui était historiquement une casse automobile. Donc vous imaginez des grands champs avec plein de voitures, et qui ont fait complètement pivoter leur modèle et qui sont devenus aujourd'hui une usine high-tech de recyclage d'entreprises, et ils recyclent 99% de voitures qui deviennent des matières premières, des pièces détachées pour les assurances. Et donc ça est devenu, avec justement une vision un peu philosophique, éthique de la casse finalement, quelque chose d'extrêmement moderne et d'attirant, et un modèle du genre. On les avait reçus ici même, effectivement, leur modèle il est assez passionnant. Est-ce que ça suppose de former les dirigeants et les dirigeantes? Est-ce qu'il y a des ateliers de formation pour les accompagner ou pour les inciter à devenir entreprise à mission? Alors nous, on organise des formations, effectivement, destinées notamment aux dirigeants qui souhaitent transformer leur entreprise à mission, pour leur expliquer tous les tenants, les aboutissants, et quel est leur rôle, et ce que ça change aussi dans la gouvernance, puisqu'il y a ce comité de mission, qui est cette innovation, et qui est un peu nouveau, qui doit trouver sa place, et qui apporte énormément de valeur ajoutée. Je discutais la semaine dernière avec une jeune entreprise à Toulouse. Ils sont 5, c'est dans une agence de communication. Ils ont un comité de mission avec 10 personnes. Et le dirigeant ne reviendrait pour rien en arrière, parce que ça lui apporte vraiment une valeur ajoutée stratégique qu'il n'a pas forcément dans son équipe. Et ce dialogue est extrêmement fructueux. Est-ce qu'il y a des pièges dans le fait de devenir entreprise à mission, des écueils que vous avez pu identifier justement avec 5 ou 6 années de recul? Alors, ce qui est important, la première phase du modèle, c'est vraiment de bien définir sa mission. Alors après, avec le temps, on peut la raffiner. Il y a des entreprises qui la revisitent. Mais effectivement, que cette mission, elle soit suffisamment large, ambitieuse, et surtout qu'elle soit bien ancrée dans le business model, qui n'est pas d'angle mort. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un salarié qui ne se retrouve pas dans la mission, qui se dit moi, ce que je fais, c'est pas dedans, donc en gros, je ne sers à rien. Voilà. Donc, il faut bien travailler en fait, cette mission pour qu'elle soit bien englobante et qu'elle inclue tout le monde. Et après, il y a un peu le niveau d'ambition que l'on se donne. C'est aussi important que l'entreprise soit en capacité de promettre des choses qu'elle va pouvoir délivrer. Et donc, ne pas se faire trop mal, entre guillemets, mais en même temps, il faut qu'il y ait il faut quand même qu'il y ait une tension. Donc, c'est en fait ce dosage-là qui est assez subtil et qui doit être bien pensé par les dirigeants. Il y a une autre ambition que vous étiez donnée en arrivant à ce poste, c'est sur l'ambition européenne. Il y a un cadre européen, l'entreprise à mission, oui, non, c'est en cours. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est un peu notre réflexion aussi de dire c'est bien de transformer l'économie en France, mais ça a plus de sens en Europe, et on le voit bien encore plus aujourd'hui. Il y a un peu des blocs avec des cultures, des philosophies différentes qui émergent. Et en fait, nous, notre enjeu, c'est quand même que l'économie européenne, les entreprises européennes aient ce modèle de travailler dans les limites planétaires, tout en restant des entreprises commerciales. Et donc, on a cette initiative au niveau européen avec d'autres pays, notamment les Italiens, qui ont un modèle similaire, la Società Benefit, de proposer une directive pour la Purpose Driven Company, qui viendrait en fait syncrétiser finalement les modèles entreprises engagés au niveau européen et proposer donc un modèle alternatif. Voilà. Mais alors, quand vous voyez, ça reprend la question que je posais tout à l'heure, mais le coup de frein européen sur le pacte vert ou sur le bilan extra-financier, est-ce que c'est pas aussi un coup de frein pour les entreprises à mission, de fait? C'est-à-dire à quoi ça sert de créer un cadre européen si à côté de ça, sur les engagements qui ont été pris, on revient en arrière?
Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus tellement le choix. En fait, la question, mais sauf que c'est ce qui est en train de se passer. Oui, mais pour moi, c'est un peu un soubresaut de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu toute cette initiative autour du Green Deal. Tout le monde était d'accord sur le fait que l'entreprise ne peut plus être irresponsable, entre guillemets, ou ne plus être comptable, en fait, d'un certain nombre de choses. On voit bien effectivement que ça frotte aujourd'hui, que le modèle alternatif, notamment américain, vient chatouiller ses convictions. Mais moi, je suis absolument persuadée, et ça je le dis aussi au nom de toute la communauté, qu'on ne peut plus faire du business comme avant. Alors peut-être qu'on va faire 2 pas en arrière, mais ça va revenir, c'est évident, puisque de toute façon, ces crises, et notamment écologiques, vont impacter l'entreprise à un moment donné. Donc, soit on reste dans un modèle un peu adolescent, je veux jouer sans contrainte, soit on est dans un modèle plus adulte, qui est pour moi le modèle européen, et on prend ses responsabilités. Oui, avec l'idée, qui était l'idée du Green Deal, c'était finalement de faire de l'Europe un peu le continent mieux-disant, et de se dire, ça va attirer des talents, ça va attirer des consommateurs qui vont vouloir nos produits plutôt que ceux venus d'ailleurs. Sauf que il y a aussi le discours, et c'est pour ça que moi ça m'inquiète, de dire bah oui, mais avant que ce soit un atout, c'est un boulet. Et ce discours-là, il pèse beaucoup plus lourd aujourd'hui qu'il y a 2 ou 3 ans. Et c'est aussi ce que les urnes ont dit lors des élections européennes, d'une certaine façon. Il faut écouter aussi les citoyens d'Europe. Non, mais évidemment que ce mouvement-là existe, et c'est une réalité. Après, c'est vrai que sur, par exemple, la CSRD, l'outil aussi a été enrichi d'énormément d'indicateurs et qu'il y a vraiment des choses certainement à simplifier. Ça, c'est évident, soyons aussi pragmatiques. Ça, c'est sur 800 pages, c'est sans doute un peu complexe. Voilà, exactement. Donc, on peut aussi être pragmatique, et c'est d'ailleurs, on s'est associé à d'autres mouvements d'entrepreneurs engagés pour aller dans ce sens-là. Mais nous, ce que nos entreprises à mission nous disent, c'est qu'en ayant un cadre clair, une mission claire, finalement, l'exercice de la CSRD, il passe beaucoup plus facilement, parce que on a déjà les indicateurs, on a déjà les outils de mesure, et finalement, on sait où sont nos impacts, où sont les points sur lesquels on doit rendre compte. Et donc, finalement, la mission, ça donne le sens, la vision, l'orientation, et la CSRD, c'est une espèce de super RSE qui, finalement, se combine très, très bien avec l'entreprise à mission. Vous avez également piloté le grand défi des entreprises, il y a quelques années. L'objectif, c'était de faire émerger une centaine de propositions, justement, pour accélérer la transition écologique. Quel bilan vous en faites de cette expérience ? Parce que là, on est dans le concret. Moi, c'est ce que je trouve passionnant dans les histoires qu'on raconte dans cette émission. C'est pas seulement de la théorie, quoi. En fait, ce que j'ai vécu pendant le grand défi, c'est ce que je vis aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une pluralité incroyable de gens qui sont engagés et qui croient à ce modèle, à cette manière de faire du business autrement, avec responsabilité, mais aussi, et c'est ça que j'apprécie dans l'entreprise à mission, c'est le génie humain au service de craquer finalement cette équation. Comment on continue à faire du business alors qu'on voit bien que les contraintes s'accumulent, que la compétition fait rage, mais en fait, c'est une source d'espoir incroyable. Au grand défi, on avait vraiment ce collectif très fort qui a créé, inventé, identifié un certain nombre de propositions. Les dirigeants d'entreprises à mission, c'est pareil, ils ont cette foi dans l'avenir. Et il y a ce côté positif, finalement, il faut le dire. Il y a des solutions qui existent et des gens qui croient et qui sont très différents les uns des autres. Alors, vous nous avez cité plusieurs exemples, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples peut-être de propositions liées, nées du grand défi des entreprises ou d'autres entreprises à mission pour dire, voilà, c'est possible, ça marche et c'est déjà en place. Par exemple, le grand défi avait une proposition sur l'économie de la fonctionnalité, de passer. Alors, ça n'a rien de très original, sauf que il y avait un certain nombre de corollaires qui étaient associés à cette idée. Passer de la possession à l'usage. Exactement. Et là, par exemple, on a une entreprise à mission qui s'appelle Sunlib, qui s'est créée à mission et qui fait de la location de panneaux photovoltaïques. Donc, plutôt que vous êtes particulier, vous avez une maison, vous voulez mettre des panneaux photovoltaïques, ça coûte cher, c'est compliqué, il faut trouver l'artisan, et bien là, en fait, vous louez l'installation. Et donc, en fait, c'est l'entreprise qui se charge de toute cette partie. Et donc, vous louez et vous pouvez, à la fin, être propriétaire ou pas de vos panneaux photovoltaïques. Et donc, le poids, finalement, cette invention, en fait, le poids de la charge repose sur l'entreprise. Ça, c'est un outil
malin et ça a été créé d'emblée à mission parce que justement il y avait cette conviction très forte à la base. Oui. Et c'est plus simple, c'est un peu une lapalissade ce que je veux dire, c'est quand on crée son entreprise, on peut un peu cocher toutes les bonnes cases. Quand on est un grand groupe, une ETI qui existe depuis un siècle, qui s'est construit sur le modèle du linéaire produire, consommer, jeter, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, ben justement, l'exemple de GPA tout à l'heure qui était dans ce modèle-là, qui a fait un pivot complet. Ouais. Merci beaucoup, merci Valérie Brisac et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.